Nous allons voir maintenant l'utilisation d'un ordinateur pour résoudre un problème scientifique. On verra ensuite la définition en fait d'un algorithme. Alors, nous avons vu qu'un ordinateur c'était capable d'exécuter très rapidement des instructions basiques. À titre d'exemple, l'ordinateur de bureau que j'utilise pour ce cours est capable d'exécuter 24 000 millions d'instructions par seconde. Le problème, c'est comment je peux utiliser cet ordinateur pour résoudre un problème physique, et en particulier un problème qui est le mouvement du pendule simple. Puisque, en fait, cet ordinateur ne connaît bien évidemment ni les principes de la mécanique, ni les équations, ni les méthodes de résolution de ces équations. Donc, pour pouvoir l'utiliser pour résoudre ce problème, je vais utiliser ce qu'on appelle la modélisation numérique. Donc, le problème va consister en l'étude, bien évidemment, du problème physique. Donc, je vais faire une analyse de ce problème. Je vais en déduire une méthode de résolution du problème qui va utiliser en fait des algorithmes. Ces algorithmes, une fois que je les ai définis, je vais les traduire dans un langage de programmation et je vais donc écrire un programme informatique. Et ce programme informatique, je vais l'exécuter sur mon ordinateur. Alors si je regarde maintenant à quoi correspond cette méthode pour le cas qui m'intéresse. Donc le cas qui m'intéresse, c'est un pendule de masse M fixé à l'extrémité d'une tige de longueur L et qui va osciller autour du point O. Donc le principe fondamental de la dynamique va me donner en fait l'équation, l'évolution de l'angle θ en fonction du temps, au travers d'une équation différentielle du second ordre, qui est l'équation qui est ici. Cette équation différentielle du second ordre, pour la résoudre numériquement, la première chose que je vais faire, c'est que je vais la transformer en un système d'équations différentielles du premier ordre. Et je vais utiliser un algorithme de Runge-Kutta-2 pour résoudre ce système d'équations différentielles en effectuant un certain nombre d'itérations en temps, dont le principe va consister à calculer la solution à l'instant t plus delta t en fonction de la solution à l'instant t, en utilisant en fait un petit pas en temps delta t. Si je regarde le programme Python correspondant, donc ce programme Python, je vais retrouver les paramètres de mon problème, par exemple ici la longueur L du pendule, la condition initiale du problème. Donc ici j'ai pris comme condition initiale un angle égal à 0,1 fois pi, donc un angle proche de la position verticale, donc c'est un petit angle à l'instant initial. Et ici, j'ai les itérations de ma méthode de Runge-Kutta-2, donc qui vont me calculer la solution approchée et son évolution au cours du temps. Et je trace cette solution à la fin en fonction du temps. Donc la solution en fonction du temps, je l'ai ici. Donc cette solution, elle est sous forme d'un graphe. Donc ce graphe, je peux constater que la période de simulation correspond à le temps de simulation correspond à 3 périodes. La position finale correspond en fait à la position initiale. Et cette oscillation, c'est une oscillation en fait sinusoïdale. C'est ce qu'on appelle les oscillations correspondant aux petites oscillations du pendule. Ce que je vérifie sur l'animation, donc si je regarde les oscillations, donc j'ai des oscillations qui sont très régulières, des oscillations en fait sinusoïdales. Maintenant que j'ai ce programme, je peux faire des expériences numériques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux modifier les conditions du calcul. Donc je peux modifier par exemple la position initiale et refaire la simulation. Donc là il me faut un petit peu de temps pour faire cette simulation, en particulier pour générer l'animation. Donc si je regarde à nouveau le résultat, donc ce résultat me donne donc une oscillation qui cette fois-ci au bout de 3 périodes, au bout du temps t, du même temps t que précédemment, ne revient pas à la position initiale. Et si je regarde bien, en fait, je m'aperçois aussi que cette
oscillation n'est plus une oscillation sinusoïdale. Si je regarde maintenant la partie animation, donc cette partie animation, j'ai donc mon pendule qui se met à osciller et sa position en fait à l'instant final se trouve opposée à la position à l'instant initial. Donc ceci montre une propriété du mouvement de ce pendule qui est bien connue, qui est que pour des grandes amplitudes d'oscillation, eh bien la période du pendule simple n'est plus indépendante de la position initiale. Hein, j'ai une dépendance de la période en fonction de la position initiale. Et plus cette position initiale s'écarte de la position verticale, eh bien plus la période du pendule augmente. Alors si je viens maintenant à la définition de l'algorithme, donc l'algorithme en fait c'est ce qui va me permettre de résoudre mon problème scientifique. Donc c'est une suite donc, qui est une suite finie, donc là c'est important, hein, donc c'est une suite finie et c'est une suite non ambiguë d'opérations ou d'instructions qui vont permettre de résoudre le problème scientifique que je me suis posé. Alors les algorithmes sont connus depuis l'Antiquité, hein, et par exemple Euclide s'était posé la question de savoir, étant donné une surface de côté A, B, quelle est la longueur du carré le plus grand qui permet de faire un pavage de cette surface. Et donc là, pour résoudre ce problème, il a écrit un algorithme, hein, qui est ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Et par exemple, dans le cas d'une surface de côté 21 par 15, eh bien le plus grand carré permettant le pavage de cette surface, le plus grand carré, c'est un carré de côté 3 par 3. Alors je vous laisse essayer de trouver en fait cet algorithme d'Euclide qui est un algorithme qui est en fait un algorithme très classique. Alors le mot algorithme lui-même vient du nom d'un mathématicien perse du 9e siècle qui s'appelle Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, qui a donné son nom à la fois au mot algorithme et au mot algèbre. Et donc, nous, on va s'intéresser en fait aux algorithmes numériques, hein, c'est-à-dire des algorithmes qui vont manipuler en fait des nombres, que ce soit des nombres entiers ou des nombres réels. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, eh bien, les premières machines pour essayer d'aider de façon mécanique les calculs, eh bien, c'est en fait les bouliers, hein, qui ont été très utilisés, en particulier jusqu'au XIIe siècle en Chine. On a eu ensuite Pascal qui a inventé la première machine à calculer, qui est qu'on a appelée la pascaline. À peu près à la même époque, Leibniz a donné le principe d'une autre machine à calculer mécanique qui a été effectivement construite en 1820 et qui s'appelle l'arithmomètre. Ensuite, Babbage, en 1834, a donné le principe d'un ordinateur qui était une machine mécanique utilisant en fait des cartes perforées. La première définition d'un ordinateur est due à Turing en 1936. Le premier ordinateur à lampe a été construit en 1943, c'était l'ENIAC. Le premier ordinateur à base de transistors, c'était l'IBM 7000 vers les années 60. À peu près vers cette époque-là, en 1969, a été créé le premier réseau, la première version du réseau Internet, qui était un réseau décentralisé qu'on appelait ARPANET, qui était un réseau militaire. Le premier micro-ordinateur personnel est un ordinateur français qui s'appelle le Micral, qui a été construit dans les années 73. Et un an après, on a eu une version américaine qui était l'Altair 8000. Mais les micro-ordinateurs qui ont connu le plus grand succès sont en fait les ordinateurs créés par Apple, l'Apple II et l'IBM PC vers les années 80. En 1965, Moore, qui a été le fondateur d'Intel, donc le constructeur de microprocesseurs, avait prédit le doublement de la puissance des ordinateurs tous les 18 mois. Prédiction qu'on appelle la loi de Moore et qui est encore
vérifié actuellement. On a aussi dans les années 90 eh bien, Linus Torvalds, qui est un jeune étudiant en informatique finlandais, a créé la version initiale du système Linux, système d'exploitation libre qui est très utilisé actuellement, hein, qu'on retrouve en fait à la fois sur les téléphones portables, hein, le système Android est à base de Linux, et sur les supercalculateurs, les machines les plus puissantes pour les machines parallèles les plus puissantes, hein, comme l'ordinateur Curie, hein, qui est un ordinateur massivement parallèle, qui est 10 puissance 10 fois plus puissant qu'un IBM PC de 1981. Alors, si on donne juste un ordre de grandeur de la puissance de Curie, en une seconde, eh bien, Curie est capable d'effectuer 10 puissance 15 opérations en virgule flottante. Hein, c'est ce qu'on appelle un ordinateur pétaflopique. Hein, et ça correspond à peu près au calcul que serait capable d'effectuer toute la population du globe pendant 48 heures si on les équipait de bouliers.